Si encore, compte tenu des armes qu'on s'est préparées, on ne puisse pas également remporter ce procès. Mais pour l'instant, je laisse la parole au juge. Le corridor Benoît, Monsieur le Président, pose d'énormes difficultés à nos opérateurs économiques. Souvent, ça a des conséquences sur certains produits de première consommation sur nos populations. Vous êtes allé 2 fois, je crois, à Cotonou, mais malgré cela, le problème persiste. C'est quoi le fond du problème avec le Bénin? C'est vrai, on a quelques problèmes sur ce corridor. Vous venez de situer, de définir la nature des problèmes que nous rencontrons sur ce corridor. Nous sommes en relation avec le gouvernement béninois pour surmonter tous les écueils et toutes les difficultés. Mais nous avons aussi, nous envisageons également de diversifier nos accès à la mer. On en parlera certainement tout à l'heure. Nous avons le projet de chemin de fer, cette boucle que nous allons réaliser, qui va de Parakou jusqu'à Kaya, au Burkina Faso, en passant par Gaïa, Dosso, Niamey et Terra. Donc c'est une question qu'on ne perd pas de vue. C'est une question sur laquelle nous travaillons et nous ne désespérons pas de trouver des solutions avec nos amis béninois. Nous allons donc passer maintenant à l'économie et aux finances, un programme qui tient beaucoup à cœur au président de la République, que j'ai noté tout à l'heure, qu'à au moins 3 reprises, le président de la République a eu à dire son gouvernement a eu à mobiliser au moins plus de 1000 milliards de francs CFA. Monsieur le Président, est-ce que vous avez atteint vos objectifs de la première année en termes de finances mobilisées, de ressources mobilisées, autant au plan interne qu'au plan externe? Alors, il serait bon, avant de répondre à votre question, de rappeler quels sont les objectifs. Nous avons un programme qui prévoit un taux de croissance moyen annuel de 7%. Nous avons un programme qui prévoit de contenir l'inflation à hauteur de 3%. Nous avons un programme qui prévoit de mobiliser des ressources internes et externes à hauteur de 1200 milliards chaque année. Ça, au bout de 5 ans, si vous faites le compte, ça fait 6 000 milliards de francs CFA. Nous avons un programme qui prévoit de soutenir la croissance à partir d'un certain nombre de secteurs, l'initiative 3N, le secteur des infrastructures, le secteur des ressources naturelles, le pétrole, l'uranium, etc. Alors, je pense que quand on regarde les résultats, les objectifs du programme économique sont atteints. Et au plan je prends un exemple, mobilisation des ressources internes. Nous avons réalisé près de 627 milliards de recettes internes, alors que le budget prévoyait 554 milliards. Nous avons dépassé les prévisions. Et notez que le programme de Renaissance prévoyait la mobilisation de 600 milliards chaque année de recettes internes. On a déjà réalisé en 2011 627 milliards. Donc maintenant qu'on est en période de croisière, 2012, j'espère qu'on mobilisera davantage. Donc les objectifs du programme sont largement atteints. Maintenant, j'attends vos questions de détail pour rentrer dans les détails. On les attaque tout de suite avec le domaine minier. Monsieur le Président, il y a 1 an, vous promettez aux Nigériens de diversifier la production minérale et d'améliorer l'environnement institutionnel et de l'investissement privé. Le pétrole, c'est fait. Qu'en est-il des autres minéraux? Alors, vous savez que le secteur minier, ce n'est pas un secteur où on peut mettre en exploitation un gisement du jour au lendemain. Vous donnez l'exemple du pétrole. Vous savez que la recherche pétrolière a commencé au Niger vers la fin des années 50. Et c'est seulement au mois de novembre passé qu'on a inauguré la raffinerie. Voyez-vous le temps qui s'est passé depuis la fin des années 50. Le premier forage pétrolier a été fait au Niger, je crois, si je ne m'abuse, en 1958. Et c'est seulement en novembre 2011 qu'on a eu
le premier litre de pétrole. C'est valable pour beaucoup d'autres substances minérales. La durée qu'il faut mettre pour chercher, pour faire des rapports de faisabilité, pour voir si c'est rentable, etc. Ça varie, c'est minimum 5 ans. Minimum. Alors moi, je suis au pouvoir depuis 1 an. Vous ne pouvez pas me demander 1 an après d'exploiter de nouveaux gisements. Mais les gisements qui sont déjà découverts, c'est le cas de l'uranium avec la mine d'Imouraren. La préparation de la mise en exploitation est en cours. Le pétrole, vous l'avez dit, c'est en cours d'exploitation. Nous avons donné un certain nombre de permis de recherche d'or dans la région de Tillabéri. On espère que ces recherches-là aboutiront à des découvertes de gisements exploitables. Nous avons également donné des permis de recherche d'autres substances minérales. Nous avons le charbon qui va être bientôt mis en exploitation. Le rapport de faisabilité est en cours et je profite pour dire que notre objectif, c'est de mettre en place une centrale thermique de 200 MW et de fabriquer des briquettes de charbon, 5000 tonnes de briquettes de charbon, pour pouvoir créer un substitut à la consommation du bois. Et donc, la diversification, l'effort de diversification va se poursuivre. Déjà, avec le pétrole, le Niger a cessé d'être un pays monoproducteur, seulement producteur d'uranium. Monsieur le Président, les Nigériens attendent toujours une révision à la baisse du prix des hydrocarbures à la pompe. Peut-on s'attendre à un geste de bon cœur de votre part cette année? Mais vous savez, les prix des matières premières, les prix des hydrocarbures en particulier, je ne dis pas que c'est lié au coût de production, parce que ça ne serait pas juste, mais les coûts de production interviennent. On ne peut pas exploiter un gisement tout en sachant qu'on va le faire à perte. On exploite un gisement si son exploitation est rentable. Il se trouve que tous les gisements n'ont pas les mêmes coûts de production. Un gisement de pétrole au Niger n'a pas les mêmes coûts de production qu'un gisement de pétrole en Arabie Saoudite. Et c'est pourquoi d'ailleurs le pétrole du Niger n'a pas été mis en exploitation très tôt. Il a fallu que le coût du baril augmente autour de $100 et au-delà pour que les gisements pétrolifères du Niger deviennent rentables. Si le pétrole, le baril coûtait $40, on n'aurait jamais mis en exploitation les gisements d'Agadem. Mais maintenant, avec le coût du baril sur le marché, ces gisements deviennent rentables. Et les gisements du Niger n'ont pas les mêmes coûts que même les gisements de notre voisin, le Nigeria, qui, par ailleurs, fait une politique de subvention. Nous pensons que la meilleure façon d'organiser la solidarité, la meilleure façon d'utiliser les ressources issues de l'exploitation des ressources naturelles, ce n'est pas de faire des subventions. C'est d'organiser la solidarité à travers la fiscalité, afin que l'État puisse avoir des ressources pour faire des écoles, pour faire des routes, pour faire des centres de santé, pour créer les conditions de l'accès à l'eau pour les populations. Voilà notre vision, voilà notre philosophie, et je pense que c'est la meilleure. Parce que les subventions ne touchent pas tout le monde. Par exemple, dans le cas d'espèces, si on subventionne le pétrole, ça va profiter à qui? Ça va profiter aux paysans de Dandaji? Ou bien ça va profiter aux paysans de Namaro? Non. Lui, le paysan, de quoi il a besoin? Il a besoin d'eau, il a besoin d'école, il a besoin de médicaments, il a besoin de centres de santé, il a besoin de routes. Et il a besoin du soutien de l'État pour produire. On va certainement parler tout à l'heure du programme d'urgence. Là, vous verrez le soutien important que l'État a apporté aux producteurs et cela nous permettra de faire face à la crise alimentaire suite à cette dernière campagne agricole qui a été catastrophique. Monsieur le Président, ce pétrole avant son exploitation a beaucoup fait rêver les Nigériens. Il a suffi qu'ils sortent de notre sous-sol pour que beaucoup déchantent. Et aujourd'hui, il semble qu'il y a un problème de mévente au niveau de la SONIDEP. C'est quoi le problème exactement? Est-ce que des solutions sont envisagées? Il n'y a pas un problème de mévente. D'abord, il faut dire qu'en ce qui concerne la consommation intérieure, la SONIDEP enlève l'équivalent de 7000 barils
par jour pour satisfaire la consommation intérieure. Et je voudrais faire une parenthèse. En réalité, cette consommation intérieure est largement supérieure à 7000 barils par jour. Nous l'avons remarqué quand le Nigeria avait supprimé la subvention et l'essence qui était vendue en fraude dans le pays avait augmenté et donc le consommateur ne s'approvisionnait plus à travers ce circuit, à travers ce réseau de fraude et on était arrivé jusqu'à une consommation journalière de 11 000 barils par jour. Vous voyez que nous avons des efforts importants à faire pour mener une lutte sans merci contre la fraude. Donc je reviens sur la consommation intérieure. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes en discussion avec la SORAS pour créer les conditions d'une meilleure compétitivité de notre pétrole par rapport à des marchés comme celui du Mali, comme celui du Burkina Faso ou comme celui du Nigeria. Mais ce n'est pas un problème insurmontable et très prochainement, nous allons trouver des solutions. Excellence, Monsieur le Président, si on est sûr que les prix ne vont pas baisser, est-ce qu'on est sûr que vous nous donnez la garantie qu'ils ne vont pas augmenter ces prix-là? Non, je vous dis que notre objectif, d'abord avec la SORAS, on a convenu de faire des discussions périodiques sur les prix. On verra au fur et à mesure qu'on va avancer comment cette question des prix va être réglée. Mais retenez une chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre souci, c'est que les recettes soient optimisées au niveau de l'exploitation de toutes les ressources minérales, que ce soit l'uranium, que ce soit le pétrole. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut optimiser les services qu'on rend au peuple nigérien. C'est seulement comme ça qu'on peut faire des écoles. C'est seulement comme ça qu'on peut... Regardez, je prends l'exemple de l'accès à l'eau. Peut-être que vous avez été quelquefois avec moi sur le terrain. Vous avez dû voir dans les villages dans quelles conditions vivent les femmes. Et souvent, je raconte des anecdotes. J'ai été dans un village où on m'a dit qu'il y a un conflit entre l'eau et l'école. Où l'enfant va à l'école, où il va chercher de l'eau au puits. Les deux ne sont pas compatibles. J'ai visité un village où on me dit que l'espérance de vie d'un âne ne dépasse pas 1 an à cause de la corvée d'eau. J'ai visité un autre village où on me dit quand une jeune fille se marie, j'ai souvent raconté ça, mais c'est important de le rappeler. Quand une jeune fille se marie, la préoccupation des parents, ce n'est pas de lui acheter un lit ou un matelas, mais c'est de lui acheter un âne avec des bidons d'eau pour la corvée d'eau. Alors moi, je suis issu du monde rural. Je suis né dans un village. J'ai vécu ça. Je suis très sensible à ça. Donc je préfère me concentrer sur la solution de ce genre de problème. Accès à l'eau, accès à l'école, accès à la santé, accès aux routes, accès à l'alimentation. C'est ça ma préoccupation. L'uranium, Monsieur le Président, arriva à annoncer le report d'1 an du début de l'exploitation du gisement d'Imouraren, arguant des questions sécuritaires qui lui ont fait perdre 1 année sur son programme. Alors, Monsieur le Président, est-ce que les Nigériens peuvent continuer d'attendre quelques années encore l'exploitation? Vous-même, dans votre programme, vous êtes basé sur les ressources que vont générer l'exploitation de ce gisement. Vous voyez comment vous avez glissé? Vous avez dit 1 an et vous dites quelques années. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un programme qui a été défini pour la mise en exploitation du gisement d'Imouraren, qui est un gisement qui a été découvert depuis les années 80 et qu'on n'a pas pu mettre en exploitation parce que le marché de l'uranium était mauvais. Vous voyez bien, là aussi, c'est toujours la préoccupation de rentabilité économique, des coûts de production. Le coût de production de ce gisement était tel que son exploitation n'était pas rentable au moment où le marché de l'uranium était déprimé au début des années 80. Maintenant que le marché de l'uranium s'est redressé, ce gisement devient rentable. Et les problèmes de sécurité qui ont induit un retard de l'exploitation, dans la mise en exploitation du gisement, sont des problèmes réels. Il y a eu quand même ces Français qui travaillent, et des Africains aussi, qui travaillent à Arlit, qui ont été enlevés le 16 septembre 2010, je crois, 2010. Ça, c'est une préoccupation réelle.
qui a amené au rapatriement des expatriés. Donc, par la suite, nous avons pris des mesures pour sécuriser les sites miniers, en particulier pour sécuriser Imouraren. Les travaux préparatoires en vue de l'exploitation ont repris. Rappelez-vous, j'ai eu même l'occasion d'être sur le terrain pour voir l'avancement des travaux de découverture qui sont actuellement en cours. Bon, vous savez, dans le domaine minier, 6 mois, 1 an de retard pour des investissements extrêmement importants, parce qu'il s'agit là d'un investissement colossal, excusez-moi l'expression. Il s'agit de dépenser 1,5 milliard d'euros sur l'exploitation de cette mine. C'est vrai qu'on avait prévu la mise en exploitation de Mouraren fin 2013, et il est possible qu'il y ait un léger décalage en 2014 pour pouvoir sortir le premier uranate. Je pense que ce n'est pas un drame. On peut encore attendre alors? Non, ce n'est pas qu'on peut encore attendre. Un glissement de 6 mois, 1 an, ce n'est pas des années, comme vous voulez le faire entendre. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ce permis de Mouraren, est-ce qu'il peut être discuté avec notre partenaire Cariva, qui veut jouer, selon les citoyens, à l'usure? Pourquoi vous voulez rediscuter? Il y a un problème? Si vous me dites le problème qu'il y a, je peux vous répondre. Bon, en fait, c'est les citoyens qui estiment qu'Areva, la compagnie Areva joue à l'usure. Joue à l'usure. Quelle usure? Il veut jouer sur le temps par rapport au début de l'exploitation de ce Non, je ne pense pas. Il ne faut pas le penser. C'est les citoyens qui l'ont. Non, c'est-à-dire il faut avoir la bonne information. Moi, j'ai la bonne information. Je vous dis, il y a eu un décalage. Et vous-même, vous l'avez dit, à cause des questions de sécurité. Maintenant que ces questions de sécurité sont réglées, les travaux préparatoires en vue de la mise en exploitation du gisement ont repris. En fait, ce qui se dit, Monsieur le Président, c'est que le gisement d'Imouraren a été différé par Areva parce qu'Areva veut exploiter ailleurs. Mais non, Areva a différé l'exploitation d'autres gisements ailleurs pour exploiter Imouraren. C'est l'inverse, totalement l'inverse. Areva a retenu 2 projets dans tous ces projets qu'elle voulait mettre en œuvre en Namibie, en Afrique centrale, etc. Elle a retenu 2 projets, un au Niger, c'est Imouraren, et un au Canada. Monsieur le Président, parlons de ce prix de l'uranium à 73 000 que l'on dit en hausse. Expliquez-nous ça, parce que vraiment, les Nigériens s'y perdent dans ce prix de l'uranium-là. Mais c'est une des premières fois que je vois les gens s'inquiéter d'une augmentation des prix. Les prix, on a négocié pour augmenter les prix. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il négocier pour faire baisser les prix? C'est ça que les gens veulent? Nous, on a négocié. C'est pour ça que je vous demande de nous expliquer ça. Mais pour que je comprenne vraiment. Il n'y a pas d'explication à donner. Vous devrez être content, heureux. Les Nigériens devraient être heureux qu'on ait augmenté les prix de 70 000 par kilo à 113 000. Si on avait baissé les prix à 50 000, là, vous pouvez dire non, on n'est pas content. Pourquoi on vend? Pourquoi on brade notre uranium? C'est ce que vous aurez dit. C'est ce que vous aurez dit. Voici ma question, Monsieur le Président. Oui, posez votre question. Le prix de l'uranium est à 113 000. Oui. Il est en hausse. Oui. On voudrait juste que vous nous expliquiez cette hausse. Quels sont les avantages pour le Niger? Mais les avantages pour le Niger, c'est que le Niger... La hausse d'abord, Monsieur le Président. La hausse d'abord. Les avantages pour le Niger, c'est que les sociétés de production d'uranium auront plus de recettes, elles feront plus de bénéfices, et donc le Niger aura plus de ressources fiscales. Prenez l'exemple d'un des impôts, parmi tant d'autres. C'est la redevance minière. La redevance minière a un pourcentage qui est assis sur la valeur, grosso modo, sur le chiffre d'affaires. Ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est pour ne pas rentrer dans les détails. Alors, si, prenons 4% ou 4,5%, je n'ai plus le chiffre exact de la taxe ad valorem, si vous asseyez 4% sur 50 000, c'est quand même différent de 4% sur 73 000. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. 4% multiplié par 73 et 4% multiplié par 50, l'État gagne plus. Donc nous, c'est simple. Ce que nous voulons, c'est que les ressources minérales rapportent le maximum à l'État.
pour pouvoir faire tout ce que j'ai dit là en faveur du peuple nigérien. C'est ça l'explication que vous demandez, monsieur le Président. Voilà, donc vous avez l'explication. Monsieur le Président, pour poursuivre toujours de la thématique économie et finances, vous avez annoncé dans votre discours d'investiture la nécessité de prendre des mesures pour mobiliser conséquemment les recettes internes. Un an après ce discours, le monopole fiscal de l'État est une réalité? Malheureusement, le monopole fiscal de l'État n'est pas encore une réalité, parce que la fraude continue. Il faut qu'on continue à traquer les fraudeurs. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure du pétrole. Le pétrole continue à rentrer en fraude dans notre pays. Je suis sûr que la consommation intérieure, et je l'ai dit, ce n'est pas de 7000 barils par jour. Ce qui s'est passé au mois de janvier, je le rappelle, au Nigeria, nous a permis de voir qu'on consommait plus de 11 000 barils par jour au Niger. Donc aujourd'hui, qu'on soit à 7 000 barils par jour, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de fraude sur les hydrocarbures. Comme il y a beaucoup de fraude dans d'autres domaines. Donc le monopole fiscal de l'État continue à être érodé. Et nous n'allons pas désarmer. Nous allons continuer cette lutte, ce combat, cette traque contre la fraude afin de rétablir de manière effective le monopole fiscal de l'État. Je suis sûr que si on arrive à rétablir ce monopole, on peut multiplier les recettes par 2 ou même par 3. C'est ma conviction. Monsieur le Président, la vie coûte cher au Niger et la monnaie ne circule pas. Le savez-vous et comment ça s'explique? Alors, quand on dit que la monnaie ne circule pas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre parce que je disais tout à l'heure que nous avons prévu, en tout cas au niveau des ressources de l'État, nous avons prévu 554 milliards de recettes internes. Nous avons réalisé 627 milliards. Et nous avons réalisé plus que les années précédentes, où peut-être les gens imaginent que l'argent circulait. L'argent circulait peut-être les années précédentes, c'est ça que les gens veulent dire. Il faut la comparaison. Avant, l'argent circulait, aujourd'hui, l'argent ne circule pas. C'est ça. Oui. Mais il n'y a plus d'argent que par le passé, pourtant. Alors je ne comprends pas que